Bonjour, bienvenue à la Maison de Radio France sur le plateau de France Télévisions où toute la journée nous recevons ceux qui font le monde qui vient. Nous allons parler d'intelligence artificielle, nous allons parler d'écritures immersives, nous allons parler des nouvelles technologies et en l'occurrence nous allons parler de l'environnement et des groupes médias avec nos invités. Bonjour Nathalie Izerd, vous êtes de Ecosystem, vous nous expliquerez comment on recycle nos appareils électroniques. Quentin Lawrence, vous êtes de Carnot Computing et vous nous indiquerez comment vous utilisez l'énergie consommée par le numérique pour chauffer les maisons, après tout pourquoi pas. Nous avons également avec nous Gilles Brégan, bonjour, de l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences. L'arrivée de la 5G peut poser des questions, vous y répondrez. Et puis Arnaud Ngacha, vous êtes le directeur des opérations spéciales de France Télévisions et vous nous direz comment l'environnement trouve de plus en plus sa place dans notre groupe. Et précisément, dès la semaine prochaine, vous marquez le coup sur l'environnement avec une émission spéciale, ça s'est jamais vu. Tout à fait, il y aura une grande émission spéciale en direct du Palais de Chaillot, animée par Nagui et Anne-Elisabeth Lemoine sur France 2 à 21h05 en direct, avec du public. Et ça va être un grand événement et on a construit toute une programmation autour de ce Prime. Et puis aussi un nombre d'émissions importantes qui vont arriver sur les antennes de France Télévisions. On en reparlera tout à l'heure. France Télévisions qui se saisit de la question environnementale, la question citoyenne environnementale. On commence avec vous, Nathalie Izerd. Donc vous êtes représentante de l'association Ecosystem qui recycle les matériels électroniques. Déjà d'un chiffre, est-ce qu'il y a de plus en plus de matériel à recycler aujourd'hui ? Oui, il y a de plus en plus de matériel électronique à recycler, tout simplement parce que nos usages aussi accompagnent ce développement. Nous recyclons à peu près aujourd'hui un peu plus de 600 000 tonnes en France de déchets électriques et électroniques, Ecosystem. Alors il faut savoir qu'on existe depuis une dizaine d'années, donc on collecte les équipements, on les dépollue, on les recycle, c'est-à-dire qu'on récupère les matières qui sont à l'intérieur, donc les métaux ferreux, les métaux non ferreux, le plastique, etc. Et tout ce qu'on peut proposer en termes de matières premières secondaires pour faire de nouvelles fabrications, on le fait. On travaille aussi sur l'allongement de la durée de vie des produits avec les fabricants de matériel pour voir du coup comment on peut diminuer leurs impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie du produit. On est un peu particulier parce que là on va parler beaucoup d'innovation, on va parler beaucoup de futur, mais Ecosystem intervient sur une échelle de temps d'à peu près une trentaine, quarantaine d'années. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je collecte à peu près encore 450 000 magnétoscopes. Quand je collecte 500 000 écrans plats, je collecte encore 1 400 000 d'écrans CRT cathodiques. Donc on voit qu'on collecte de vieux équipements avec les technologies d'aujourd'hui et on travaille déjà sur des fabrications de produits futurs qui intégreront les filières de recyclage peut-être dans 15-20 ans avec sans doute de nouvelles technologies. Donc on est sur une amplitude très très large de produits et de technologies, à la fois côté fabrication, fabricant et à la fois technique de recyclage. Comment vous recyclez ? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les 600 000 tonnes dont vous parlez, par an, j'imagine ? Par an. 600 000 tonnes par an, vous les recyclez à quel pourcentage ? Est-ce que tout est recyclable ? Qu'est-ce que vous savez faire ? Qu'est-ce que vous ne savez pas faire ? Alors, on valorise ces déchets à hauteur de 86%. Donc, il faut savoir que dedans, il y a les métaux ferreux, non ferreux se recyclent très très bien. Nous avons aussi des plastiques sur lesquels il faut trier ces plastiques, donc là aussi beaucoup d'innovation sur du tri optique, de la flottation, du tri aussi par plasma, par technologie de plasma, pour pouvoir trier toutes sortes de plastiques, éliminer ceux qui sont impropres demain à la fabrication, parce qu'ils ne répondent plus aux normes d'aujourd'hui. Et par contre, ceux qui sont en capacité d'être les reproposer comme matière recyclée, plastique recyclé pour fabriquer de nouveaux produits. Ensuite, on a des substances, des polluants, des substances qui sont dangereuses, sur lesquelles il va falloir apporter une solution, un traitement spécial dans des installations spécialisées. Exemple, des batteries, des condensateurs, du mercure, qui se trouve aussi dans un équipement. Et là, on va trouver une solution dédiée pour éliminer ces polluants. Est-ce qu'il y a de nouvelles matières qui arrivent dans vos cycles, les nanotechnologies, on parle d'écran OLED aujourd'hui. Est-ce que vous savez vous occuper de tout ça ? Alors c'est vrai que les produits qui arrivent sur le marché embarquent de plus de fonctionnalités, donc c'est-à-dire plus de complexité, plus parfois de variété de matériaux, de nouveaux matériaux avec des nouveaux alliages. C'est aussi de la mobilité, donc de la batterie embarquée, avec de la miniaturisation. Donc quand on compose un petit peu tout ça, donc nous on travaille avec les fabricants et les opérateurs de recyclage pour dire il faut continuer à optimiser ce recyclage pour pouvoir ressortir de la matière et diminuer l'impact sur les ressources naturelles. Donc les écrans aussi sont de plus en plus grands.
donc avec différentes technologies. On va vous parler des OLED, comment on récupère ça, comment on récupère tout ou partie des cristaux, qu'est-ce qu'on est capable de reproposer en termes d'application de l'industrie. Donc il faut travailler tout ça et c'est de l'innovation, de la création de valeur aussi pour ces acteurs, parce qu'il faut inventer en permanence une industrie qui doit être productive, qui doit être aussi innovante pour pouvoir aller capter tous ces matériaux et les reproposer. J'entendais que vous parliez avec les industriels. Est-ce qu'ils vous consultent en vous disant, voilà, on a un nouveau matériel, c'est génial, vous allez pouvoir avoir un écran magnifique, etc. On a un petit peu de problème à recycler. Est-ce qu'ils vous consultent? Est-ce que vous essayez de trouver des solutions en amont avec les industriels? Exactement, donc ils nous consultent de plus en plus parce qu'ils se préoccupent de la fin de vie. Ils travaillent beaucoup sur des démarches d'éco-conception. Donc l'éco-conception, c'est mesurer tous les impacts négatifs sur l'environnement tout au long de la vie d'un produit, d'un équipement, pour en réduire, en diminuer les effets. Donc la fin de vie fait partie de cette vie du produit. Donc on travaille avec eux pour pouvoir anticiper dès la conception, dès la fabrication, des solutions qui permettront d'optimiser le recyclage de l'équipement. Donc là, il y a vraiment de l'innovation. D'un mot, l'évolution technologique ne vous déborde pas. Vous arrivez à gérer, vous parliez de 86%, vous disiez, de recyclage, de valorisation. Est-ce que c'est un chiffre qui augmente ou c'est un chiffre qui diminue parce que les industriels vous devancent en termes de pollution? Alors c'est un chiffre qu'on essaye de faire augmenter, puisque l'idéal, c'est de faire progresser ce taux et qu'il atteigne 100%. Et on travaille avec eux. Alors, je vais vous donner une illustration. En ce moment, on est sur des projets sur la Plastronix, donc, où on est dans l'intégration des circuits directement dans du plastique. Donc demain, comment on traite ça ? Quels sont les outils qu'on doit déployer? Quelle innovation on doit mettre en place sur le terrain pour pouvoir récupérer chaque élément? On a vraiment, nous, une mission, si je peux vous donner une image, de reconcentrer la matière. C'est-à-dire que la matière, elle est à un moment extraite, elle est dispersée dans des millions de produits, des millions d'équipements. Et quand ces produits arrivent en fin de vie, nous, notre mission, c'est de reconcentrer cette matière pour la reproposer pour la fabrication de nouveaux produits. Ça veut dire qu'il faut des ingénieurs aujourd'hui dans les déchetteries. Beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'intelligence. Voilà, faire attention à notre environnement. J'en viens à vous, Quentin Laurens. On parle de ce matériel, etc., ces écrans géants, hyper technologiques, etc. Ça veut dire que ça consomme énormément d'énergie. C'est là-dessus que vous travaillez. Quel est le bilan énergétique que vous faites dans le numérique aujourd'hui ? Le sujet de la pollution numérique qui est en train d'émerger, dont on parle à notre goût pas assez encore, comporte plusieurs parties. Nathalie vient de parler de la partie production-extraction. Il y a la partie usage, donc la partie consommation d'énergie. Puis il y a la partie, moi j'aime bien avant la fin de vie, caler la seconde vie, puisqu'il y a parfois des occasions de se resservir du matériel. Carnot se concentre principalement sur la question de l'usage, avec une activité bien spécifique qui relie deux univers qui n'ont a priori rien à voir. D'un côté, le calcul informatique haute performance, et de l'autre côté, la question du chauffage. Le sujet auquel s'attaque Carnot, c'est le sujet des data centers, qui sont ces grandes usines du numérique qui nous permettent à toute heure du jour et de la nuit d'avoir la photo que l'on veut, la vidéo que l'on veut. Et les services en temps réel qu'on veut pour faire par exemple des transactions bancaires en ligne. Qui héberge ce qu'on appelle le cloud, c'est-à-dire quand notre Exactement. photo part dans le cloud, elle est bien hébergée quelque part, ces fameux data centers. Voilà, et donc ces data centers sont des espèces d'ogres énergétiques qui consomment une énergie folle. D'abord, il faut les construire, il faut les alimenter en énergie. Et il faut aussi les refroidir, puisque comme chacun ici en a fait le constat, le matériel informatique en tournant dégage de la chaleur, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Et donc cette chaleur, quand on produit des calculs informatiques haute performance, est vraiment monstrueuse. Cette chaleur aujourd'hui, elle est pour la plupart du temps perdue. Et l'idée de Carnot, ça a été de valoriser cette chaleur qu'on appelle la chaleur fatale informatique, la chaleur qui est dégagée par les serveurs. Pour faire ça, on a décidé, nous, de distribuer le calcul informatique directement là où existe le besoin de chaleur, c'est-à-dire dans les bâtiments, dans des logements, dans des bureaux, dans des bâtiments publics. Et donc notre force à nous, c'est pas de transporter la chaleur jusqu'au bâtiment, c'est de transporter la donnée. Et ensuite, on a, nous, plusieurs produits, dont notre produit historique, le radiateur ordinateur, qui embarque en son sein 3 microprocesseurs informatiques très haute performance, qui produisent des calculs de simulation, de modélisation, de rendu 3D dans les bâtiments, et qui, de fait, en tournant, dégagent de la chaleur que l'on dissipe pour chauffer des salons, des logements, des pièces. Que je comprenne bien, ça veut dire que chez moi, mon radiateur, en fait, intègre des ordinateurs qui travaillent pour des data centers et chauffe ma maison.
Vos radiateurs, pour vous, sont absolument anodins, c'est-à-dire que c'est un radiateur classique, vous appuyez sur plus, vous avez plus de chaleur, sauf qu'en coulisses, on vous envoie un calcul qui est plus important, qui vous permet de faire monter en fréquence les microprocesseurs informatiques, et en montant en fréquence, ceci dégage davantage de chaleur. Pour vous, usagers du radiateur, c'est absolument anodin. Sauf qu'en fait, on est en train de limiter considérablement la consommation énergétique du calcul informatique, puisqu'on en valorise le déchet, la chaleur, directement dans les bâtiments, et l'empreinte carbone évidemment aussi. J'en profite pour dire peut-être 2 ou 3 chiffres qui sont assez alarmants. Le numérique aujourd'hui représente près de 10% de la consommation électrique en France, avec, pour faire très simple, 3 grands tiers, les terminaux dont Nathalie a parlé, les réseaux dont parlera Gilles tout à l'heure, et puis la question des data centers, ces grandes fermes de données, ces grandes usines du numérique. Un tiers chacun à peu près en consommation à peu près un tiers. On estime 10% de la consommation énergétique française est liée au numérique. Quelle est l'évolution qui est assez catastrophique? On estime que c'est plus 9% par an. Ce qui nous amène, je n'ai pas les chiffres en tête, à des chiffres assez vertigineux pour l'avenir. Aujourd'hui, le numérique a dépassé l'aviation civile en termes d'empreinte carbone. On estime que d'ici, je n'ai plus les chiffres précis en tête, mais d'ici quelques années, on sera très proche de la pollution générée par les véhicules légers, motos, voitures. Donc on est dans des ordres d'idées qui sont monumentaux, avec un sujet qui est particulier, puisqu'on a l'impression d'être dans un monde virtuel, dématérialisé. En réalité, derrière ce vernis, il y a vraiment du concret, il y a du matériel, on en a parlé, il y a des métaux rares, il y a des ordinateurs qui tournent, il y a une consommation énergétique. Et donc il faut essayer de creuser, d'aller voir dans les coulisses ce qui se passe réellement. Et c'est là où on tire une pelote qui est un peu inquiétante. Ça veut dire que quand je fais un document informatique, c'est pas parce que j'abats pas un arbre pour faire du papier que je ne pollue pas, ou en tout cas qu'il n'y a pas un impact sur l'environnement. Juste en 2 mots, vous en êtes où? Vous avez vendu combien de radiateurs? Quels sont vos grands projets? Combien de bâtiments équipés? Combien de logements équipés? Alors on a vendu un peu plus de 1000 radiateurs aujourd'hui, avec des freins réglementaires et culturels dans le bâtiment, dont je pourrais parler à une autre table ronde, mais qui commencent petit à petit à se lever, donc on est plutôt content. On a notre plus gros bâtiment qui a été installé à Bordeaux avec près de 350 radiateurs qui chauffent des logements sociaux et des bureaux. D'autres projets à Paris qui arrivent fin 2019, début 2020 pour des logements sociaux encore. Un collège en Gironde. Donc il y a énormément de projets qui arrivent sur le côté radiateur. Et puis le petit nouveau de la famille Carnot, ou la petite nouvelle plutôt, c'est la chaudière numérique qui embarque à peu près une vingtaine de microprocesseurs informatiques et qui fournira de l'eau chaude jusqu'à 60 degrés pour qu'on ait des douches avec de l'eau entre guillemets verte. De l'eau numérique, formidable. De l'eau chaude numérique, de l'eau chaude numérique. Formidable. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Autre question environnementale lorsqu'on parle du numérique, c'est la transmission des données. Bonjour, Gilles Brégant, vous êtes de l'Agence nationale des fréquences. On parle de l'arrivée de la 5G. Qu'est-ce que c'est que la 5G? Dans quel domaine de fréquence ça se situe? Est-ce qu'on sait déjà un petit peu quel impact ça peut avoir sur l'environnement et la santé? Alors, la 5G, c'est une évolution de la 4G, donc elle va utiliser à terme les mêmes fréquences que celles qu'on utilise aujourd'hui en 2G, 3G, 4G. Mais pour la lancer, on va ouvrir une nouvelle gamme de fréquences où elle sera toute seule. Un peu plus haut que les fréquences actuellement de la téléphonie mobile, mais sur des fréquences qui sont connues, puisque c'est celles dont on se sert aujourd'hui, par exemple, pour apporter le haut débit dans les campagnes. Donc la fréquence, c'est 3,5 GHz. Et là, on aura en réalité plus de débit avec des performances meilleures, c'est-à-dire une latence plus faible, un ping plus rapide pour les gens qui jouent en ligne, et aussi la possibilité d'activer beaucoup de petits appareils dans la même cellule, plus qu'en 4G, pour l'Internet des objets. Des objets connectés notamment. Voilà, exactement. Donc la 5G, elle va avoir ses fréquences à elle, mais aussi toutes les fréquences d'avant, toutes les fréquences, la 2G, 3G, 4G. Ça veut dire, pardon, que je comprenne bien, ça veut dire que la 5G, c'est pas une nouvelle onde que vous nous rajoutez, en plus du Wi-Fi, en plus de la 4G, en plus de la 3G, en plus de la TNT, etc. Ça vient se caler dans des interstices qui existent déjà. C'est pas une nouvelle onde supplémentaire, finalement. Il n'y a jamais de nouvelles ondes supplémentaires parce que vous savez, les fréquences, c'est comme un territoire et c'est finalement comme une ville. On détruit des quartiers, on en construit d'autres. La 5G va avoir ces ondes à elle qui vont s'ajouter à celles de la 2G, 3G, 4G, mais elle va aussi recoloniser les générations d'avant. Donc oui, on va rajouter quelques blocs de fréquences pour la 5G. Et les premiers qui vont être attribués vont l'être cet automne. Début 2020, le gouvernement va attribuer de nouvelles licences en 5G. Et les premiers déploiements vont avoir lieu dans les villes et même aussi autour des villes et dans les campagnes à partir de fin 2020. Donc ça vient très vite. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que tout ce développement
il vient de loin. L'Agence des fréquences, ça fait 4 ans qu'elle travaille sur la 5G, ça fait 1 an qu'elle expérimente avec les opérateurs et les constructeurs sur le terrain pour vérifier l'exposition du public et aussi contrôler les terminaux. Puisque Nathalie évoquait les terminaux, les appareils électroniques, mais la 5G va aussi amener de nouveaux terminaux qui pourront utiliser cette 5G. Oui, parce qu'il y a la question des antennes, ça on les visualise, il y a la question de comment nos appareils fonctionnent avec ces fréquences. C'est vous qui vérifiez que la réglementation est bien appliquée, que les appareils répondent bien à des questions, à des réglementations sanitaires, technologiques bien précises. Exactement. On a une agence qui sont nos collègues de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, qui définit les normes sanitaires. Et nous, on est un peu la police des fréquences, c'est-à-dire qu'on vérifie que les personnes respectent parfaitement ces limitations de puissance. Donc, on vérifie chaque nouvelle antenne relais qui est installée. Elle est cadastrée à l'Agence des fréquences. On vérifie ses propriétés avant qu'elle soit autorisée, puisqu'on autorise à peu près 1000 à 1500 nouvelles fréquences par semaine en France sur des antennes relais. Et de manière aléatoire, dans les commerces, on prélève des téléphones qui sont sur le marché européen, donc c'est une libre circulation. Mais nous, on vérifie un peu moins d'une centaine de téléphones par an pour vérifier que leur DAS, comme on dit, est conforme à la norme. Donc il y a une vérification extrêmement serrée, effectivement, de tous ces phénomènes. Ça veut dire que c'est pas parce que je suis industriel du téléphone ou que j'ai industriel de radiocommunication que je fais ce que je veux, je mets une antenne où je veux, je vends n'importe quel matériel. Vous contrôlez que c'est bien réglementé. C'est pas le pouvoir du commerce qui réglemente les fréquences en France. Non, il y a une réglementation très serrée sur les fréquences. Tout à l'heure, Quentin parlait de la réglementation du BTP, mais la réglementation des fréquences, elle est très carrée. Nous l'appliquons et en réalité, personne ne peut aujourd'hui installer une antenne relais ou déployer un téléphone sans respecter des normes strictes. Donc nous vérifions que ces normes sont appliquées et l'Agence des fréquences, je crois, est une des agences les plus pointues en Europe sur ces vérifications pratiques. On ne fait pas n'importe quoi auprès des citoyens. Jamais. Merci de vous en préoccuper. Arnaud Ngacha, vous êtes donc le directeur des opérations spéciales de France Télévisions. Le groupe s'est toujours évidemment penché sur les questions environnementales dans nos journaux, dans nos émissions, mais a décidé de mettre un franc coup de collier. Expliquez-nous un petit peu le dispositif général que France Télévisions met en place dans les prochains jours en termes de contenu lié à l'environnement. Effectivement, comme vous l'avez dit, France Télévisions n'a pas attendu maintenant pour s'impliquer sur la cause environnementale. Il se trouve qu'on a répondu aux préoccupations des Français. Enfin, la télévision publique est aussi faite pour ça, ou en grande partie faite pour ça, c'est de répondre aux préoccupations des Français. Il s'est trouvé qu'il y a 1 an, la radio et la télévision publique avaient lancé notamment une consultation. Et le retour de cette consultation, notamment, un des sujets principaux était la question environnementale. Et donc à partir de ça, on s'est dit comment on va justement répondre à cette préoccupation. Et donc on a monté cette opération spéciale autour de ce prime time qui est un peu le point de départ d'une programmation antenne, donc linéaire, mais également non linéaire sur le digital, puisque effectivement, comme tous les grands médias, nous appliquons une politique aujourd'hui. Tous les vecteurs, tous les publics. Exactement, tous les vecteurs, tous les publics. Et puis l'entreprise également, puisque tout à l'heure à 13h30, la présidente de France Télévisions va lancer à France Télévisions l'opération avec les salariés, puisqu'un certain nombre de mesures vont être mises en place. Tout à l'heure, vous parliez notamment de la pollution numérique, parce que c'est vrai que ça va être un des sujets que nous allons aborder au cours du Prime. Et nous allons demander aux salariés de France Télévisions de faire un effort, notamment de supprimer les emails dans les boîtes, parce que c'est un des... le fait de garder ses emails dans ses boîtes mail est très polluant. Et donc les salariés de France Télévisions vont également être mis à contribution. Et puis en dehors de ça, il y a aussi par exemple la régie publicitaire qui travaille elle aussi avec les annonceurs de France Télévisions à cette cause environnementale, notamment en cherchant des partenaires qui partagent cette même préoccupation. Donc on voit que c'est toute l'entreprise qui se met en mouvement pour la cause environnementale. L'entreprise et ses collaborateurs, prestataires, parce que je crois savoir qu'également vous demandez un effort aux producteurs qui produisent des contenus. Alors évidemment le producteur du prime time, KM Production, plutôt Brut, de Renaud Levanquim, qui va produire cette émission. Alors le producteur notamment a mis en place un certain nombre de
de mesures pour lutter contre, en tout cas pour préserver l'environnement, que ce soit les déplacements, que ce soit un certain nombre le décor du plateau qui sera réutilisable. Il y aura également les lumières utilisées pour le jour du direct. Donc, on fait la chasse au gaspillage à France Télévisions. Voilà, un certain nombre de mesures. Chez les salariés et chez les prestataires. Exactement. Et puis, Takis Candilis, le directeur général des antennes et des programmes, veut pousser plus loin, notamment dans le cadre des accords que nous avons avec nos producteurs, pour qu'ils eux aussi prennent en compte cette grande préoccupation environnementale. En 2 mots, parce qu'on est sur le numérique, donc on essaye de limiter aussi notre empreinte environnementale. Quels sont les différents contenus? On a parlé du Prime de la semaine prochaine. Il y a beaucoup, en quelques mots, les différentes propositions que France Télévisions fait à ses publics. Alors, il va y avoir évidemment l'arrivée d'Hugo Clément. Les médias s'en sont fait beaucoup l'écho. Hugo Clément arrive sur l'antenne de France 2 avec de grandes émissions qui vont s'appeler Sur le front, où il va aller à la défense, défendre des grandes causes. Donc le premier numéro est autour des océans. Il produira également pour France TV / des modules numériques, comme il le faisait notamment à Combini auparavant, mais désormais ce sera sur les antennes de France Télévisions. Il y aura la fiction également. Il y a une fiction, La Dernière Vague, une grande fiction qui a été annoncée, qui est donc sur le thème de la défense de l'environnement. Nous aurons un certain nombre de documentaires qui seront programmés sur les antennes de France 5, sur les antennes de France 2. Donc on voit que c'est une programmation complète dans tous les genres. Et je salue également l'implication de la rédaction, de la rédaction de France Télévisions et des différentes journaux de la rédaction qui vont également être impliqués avec notamment un certain nombre de reportages. Un très gros effort de France Télévisions en faveur de l'environnement. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Vous retrouvez sur Métamédia d'autres thèmes aujourd'hui développés à Média en scène ici à la Maison de Radio France. L'intelligence artificielle, les écritures immersives, tout un tas de thèmes que vous retrouvez sur Métamédia. Et si vous vous intéressez, vous voulez creuser un petit peu sur les thématiques que nous abordons, vous allez sur France TV Lab, qui est la plateforme innovation de France Télévisions, et vous trouverez tout un tas de projets tout à fait innovants. Merci, à très bientôt.